Donc on va commencer par une rétrospective du groupe opérationnel protéines. Donc bon, ça n'a pas été évident de faire un bilan et un résumé en 20 minutes d'un groupe opérationnel qui a duré 3 ans, puisqu'il a débuté début 2019. Et donc c'est un travail que j'ai effectué en collaboration avec les partenaires du groupe opérationnel protéines. Alors tout d'abord, les finalités du groupe. Finalement, le groupe opérationnel protéines avait pour objectif de développer de la valeur ajoutée par la production et la valorisation de protéines en favorisant des solutions innovantes, de nouvelles cultures et filières dans les territoires, mais aussi le renforcement des filières déjà existantes, des synergies et complémentarités pour des collaborations, des partenariats et contrats. Mais aussi de capitaliser et partager des connaissances et expériences, d'assurer la communication des filières de l'amont à l'aval, et tout ça pour construire et animer un réseau d'acteurs vers un pôle de compétences protéines en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, tout ce travail a été possible grâce aux financeurs, donc sur des fonds FEADER et des fonds du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Le projet a été porté par la Chambre régionale d'agriculture Bourgogne-Franche-Comté et 6 partenaires nous ont accompagnés. Donc le GI2E Espoir Viande Fusée, le lycée Les Plèves-Pas Quetigny Plombières de Dijon, AgroSud Dijon, Terre Innovia, INRAE et l'Institut d'élevage IDEM. Donc finalement, les protéines végétales, pour nous, elles représentent des opportunités pour plusieurs usages et débouchés en région. Et c'est ces usages et débouchés qui ont inspiré les 3 thématiques de travail du groupe opérationnel protéines. Donc à savoir comment introduire de l'azote autre que de l'azote minéral dans les systèmes de culture, comment mettre en adéquation l'offre et la demande en protéines végétales pour l'alimentation animale, et comment valoriser les protéines locales, végétales et animales dans l'alimentation humaine, donc thématique que nous avons abordée ce matin. Et donc ces 3 thématiques ont été structurées autour de 3 actions, à savoir capitaliser et produire des synthèses thématiques, valoriser ces synthèses thématiques par la communication et la formation, et enfin animer le groupe, mettre en réseau les partenaires et les acteurs des filières. Donc là je vous mets ce schéma, donc c'est pas pour vous effrayer, on va pas le détailler, on va pas le passer au peigne fin, mais c'est pour vous montrer que globalement en région on a de nombreux projets qui portent sur les protéines. Donc que ce soit sur l'autonomie protéique comme GoPapsal ou Profilé pour la filière lait, mais aussi des projets plutôt production végétale comme le projet Socrate qui travaille sur comment conduire efficacement le soja, et aussi le projet Cap Protéines, donc, qui est un projet national décliné en région. Et donc finalement le groupe opérationnel protéines a tenté d'avoir un rôle fédérateur entre ces groupes et de favoriser les liens entre tous ces projets. Donc comme je le disais tout à l'heure, la production de protéines végétales, c'est finalement des opportunités pour plusieurs usages et débouchés en région. Donc il nous a paru important pour commencer cette rétrospective de faire un point sur finalement la production végétale, production de protéines végétales en région. Oui, donc tout d'abord, finalement là je vous résume avec un graphique donc, de Terre Innovia, toutes les productions qui peuvent fournir des protéines. Donc on voit là en marron que c'est la teneur en protéines des matières premières. Donc par exemple le pois, la févrole qui sont au-dessus de 20%, et les tourteaux qui sont des matières très très intéressantes au niveau de la teneur en protéines, en particulier le tourteau de soja qui est au-dessus de 40% de teneur en protéines. Donc au final, en Bourgogne-Franche-Comté, la culture la plus importante, c'est le blé, autour de 375 000 hectares. On a l'orge d'hiver et l'orge de printemps qui, à eux deux, sont au-dessus de 200 000 hectares. Le colza, donc on était à 200 000 hectares jusqu'en 2018, et donc maintenant on a une chute, on a diminué de moitié les surfaces. Et pour compenser, donc on a le tournesol là qui est en train de réaugmenter ses surfaces depuis 2 années. On a aussi donc des surfaces en soja et en pois protéagineux. Ce sont 2 cultures qui se développent en région depuis 2008. Donc on voit que pour le soja, on atteint 38 000 hectares en 2020
et 33 000 hectares pour le pois protéagineux. Donc là, concernant donc les cultures plutôt à destination de l'alimentation humaine, au niveau donc, des lentilles, on voit qu'on a un développement des surfaces assez régulier, assez linéaire. On atteint 5 000 hectares en 2020. Par contre, pour le pois chiche, c'est plus compliqué parce qu'en fait, la filière n'est pas structurée, donc c'est des éléments qui ont été abordés ce matin. Et ce manque de structuration de filière et de fluctuation de prix empêche un accroissement linéaire de la culture. Donc là, maintenant, on va un peu se focaliser sur chacune des thématiques. Alors, la thématique de l'introduction de l'azote, c'est, comme ça a été dit ce matin, c'est une thématique d'actualité. Il faut savoir que les engrais azotés, depuis début 2021, leur prix a augmenté de 150%. On est maintenant à 600 € tonne pour les engrais azotés. Donc, cette thématique, pour nous, elle est vraiment d'actualité et importante à traiter. Donc justement, pour traiter cette question, on a réalisé 2 webinaires qui ont été présidés par Vincent Lavier, secrétaire général de la CRA-BFC et président de la Chambre de Côte d'Or. On a rassemblé au total 84 participants, 2 compilations de présentations sont déjà disponibles et les 15 replays sont également disponibles. Donc on ne va pas refaire tous les webinaires parce que là je vais vous perdre, on va finir à 22 h, mais globalement, ce qu'on peut retenir, c'est que pour insérer efficacement de l'azote dans les systèmes de culture, il faut d'abord bien choisir son espèce de légumineuse. En effet, toutes les espèces de légumineuses ne se valent pas en termes d'acquisition d'azote, donc la fixation symbiotique, et en termes de restitution d'azote à la culture suivante, donc ce qu'on appelle l'effet précédent. Donc en effet, là, on a une classification donc, des espèces de légumineuses, de l'espèce qui permet un meilleur rendement du blé, donc la veste de Narbonne et la févrole par exemple, à des espèces qui restituent moins de l'azote au blé suivant, donc par exemple le haricot et le soja. Et finalement, cette restitution d'azote à la culture suivante, c'est une bonne chose, mais par contre, ce qu'il faut veiller, c'est ne pas le perdre par lixiviation, parce qu'au final, plus on a de l'azote dans les sols, et plus on a de risque de le perdre. Donc il y a aussi toute cette question qui a été abordée dans les webinaires, à comment faire pour garder cet azote pour que ce soit, utilisé par la culture suivante. Et donc là, comme je vais vous envoyer toutes les présentations, je vous mets le lien à chaque fois pour que vous puissiez aller voir la présentation complète sur le sujet qui a été abordé là. Donc pour insérer efficacement de l'azote dans les systèmes de culture, il faut également connaître les bases de l'inoculation. Donc c'est l'action qui consiste à introduire les rhizobias dans le sol. Et finalement, c'est cette symbiose entre une légumineuse et un rhizobium qui va permettre la fixation de l'azote atmosphérique. Il faut savoir aussi que quand la légumineuse n'est pas présente à l'état spontané dans les sols, les rhizobias sont généralement absents des sols. C'est l'exemple du soja en France, c'est l'exemple également du pois chiche dans les régions plutôt au nord, dans notre région, où c'est pas aussi simple que ça d'avoir les rhizobias présents dans le sol. Il y a d'autres choses à connaître aussi pour avoir une inoculation ou une fixation symbiotique efficace. C'est par exemple le pH du sol qui va influencer sur la symbiose. Donc là, il y a un tableau récapitulatif, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, dans ce qui est en vert, ça montre que le pH est optimal, les rhizobias sont présents en quantité optimale pour la symbiose, et en rouge, le pH défavorable, les rhizobias sont absents des sols, donc là, on va devoir inoculer. Donc vous voyez, pour le soja, dans tous les cas, on inocule, il n'y a pas de soja dans les sols européens. Donc là, j'ai parlé de la voie d'entrée de l'azote via les légumineuses, mais on peut également introduire de l'azote via des produits organiques, et c'est une question qu'on a aussi traitée pendant les webinaires. Et Emmanuel Bonardo en parle dans son témoignage, puisqu'en fait, ils font des échanges entre céréaliers et éleveurs. Donc lui, il est céréalier et il récupère du compost de Monsieur Lamarre. Et en échange, il donne de la paille. Et donc là, je vais vous passer un extrait où il explique l'intérêt de ces produits organiques pour les systèmes de culture. Et normalement, ça marche, donc croisez les doigts. L'élément que je cherchais par rapport à l'apport de matière organique sur mes sols, moi j'ai une partie de l'exploitation très clairement qui sont en limon battant avec 1% de matière organique, donc des sols très fragiles en termes de structure,
Donc je recherchais au travers de l'apport organique une meilleure structuration de mes sols. Voilà, premier élément. Deuxième élément, c'est la fertilisation. Alors, à l'écran, vous avez une analyse de sol qui a été faite 10 ans après, au bout de 10 ans d'apport organique sur mes parcelles. Et donc, ces parcelles n'ont reçu que du compost à peu près 1 an sur 2 en moyenne, et plus du tout d'apport minéral phosphore-potasse. Donc on continue l'apport d'azote parce que c'est nécessaire, mais les apports minéraux phosphore et potasse ont été totalement stoppés en même temps que a été mis en place l'apport de compost. Et on voit clairement, alors si on avance un petit peu si on déroule un peu l'analyse de sol, quand on regarde le niveau des éléments fertilisants, on s'aperçoit que le niveau des éléments fertilisants est est excellent au bout de 10 ans par rapport à ce qu'on attend d'un sol bien pourvu en éléments fertilisants. Voilà, donc vous pouvez retrouver l'intégralité du témoignage aussi. Alors maintenant, concernant l'alimentation humaine, comment valoriser les protéines locales, ça nous a paru important dans ce groupe opérationnel de remettre l'alimentation humaine au cœur du débat. Finalement, nourrir les hommes est quand même l'objectif premier de l'agriculture. Et pour l'homme, 2 sources de protéines sont disponibles, les végétales et les protéines animales. Et finalement, voilà, l'enjeu actuellement, c'est de les valoriser localement. Donc bon, là, le travail est encore en cours finalement pour cette thématique, puisqu'on a organisé ce matin le séminaire, plus le concours culinaire. Et les productions à venir donc, sont le replay. Donc on a la caméra là-bas qui est en train de filmer, de faire son boulot. On va également rédiger une synthèse thématique et rédiger et diffuser le livret de recettes qui vous ont été présentés ici. Alors pour la thématique de l'alimentation animale, donc comment mettre en adéquation l'offre et la demande en protéines végétales pour l'alimentation animale. Pour traiter cette thématique-là, on a réalisé un webinaire présidé par Didier Ramé, président du comité d'orientation régionale élevage de l'ACRA BFC. On a réuni 56 participants. Il y a déjà une compilation des présentations qui est disponible et 11 replays sont également disponibles. Au final, ce qui ressort de ce webinaire, c'est qu'il y a des défis à relever collectivement. Le contexte est qu'il y a une augmentation de la demande des consommateurs pour l'alimentation du bétail non OGM et qui n'engendre pas de la déforestation. Ceci entraîne une évolution des cahiers des charges et des marques qui vont imposer du non OGM et vont augmenter la demande sous SICO, donc signe d'identification de la qualité et de l'origine, et qui vont également s'engager contre la déforestation. Donc finalement, les fabricants d'aliments et éleveurs vont devoir s'adapter à ces changements et ils vont avoir besoin de matières riches en protéines locales. Mais par contre, du coup, ce changement d'utilisation de matières premières va augmenter les prix des aliments proposés aux éleveurs. Donc vous voyez un peu le contexte de cette thématique assez complexe. Donc au final, ce qu'on a pu voir aussi pendant ce webinaire, c'est que la France est encore dépendante des imports de matières riches en protéines. En effet, là, si vous voyez sur 2018-2019, on consomme beaucoup plus que ce qu'on produit. On a un déficit de 46%, à savoir qu'au niveau européen, on est à 66%. On est quand même moins déficitaire que l'Europe. Mais voilà, on a encore des progrès à faire. On a donc une dépendance forte à l'import et des opportunités forcément pour les cultures et produits régionaux et français. Alors, dans le cadre du groupe opérationnel protéines, il y a une enquête qui a été menée auprès des fabricants d'aliments du bétail de la région et c'est une enquête qui a été complétée par une analyse de données de France Agrimaire. Donc là, c'est un extrait que je vous montre sur la disponibilité qui est finalement encore insuffisante, prenant l'exemple du soja régional. Donc ce qu'on peut voir, c'est que globalement, en un an, les fabricants d'aliments du bétail utilisent 100 000 tonnes de tourteaux de soja en région BFC. Et au final, donc on a 35 000 tonnes qui proviennent de l'import, UE et pays tiers, et 65 000 tonnes du marché intérieur. Donc le marché intérieur, c'est France, on ne sait pas d'où ça vient exactement.
Et finalement, si on regarde en région, en moyenne, ce qu'on dispose, enfin, ce qu'on pourrait disposer si toutes les graines de soja étaient transformées en tourteaux, on pourrait avoir 61 000 tonnes de tourteaux de soja. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que finalement, la production BFC s'approche des besoins du marché intérieur. On se rapproche là-bas des 65 000 tonnes. Mais par contre, si on devait substituer les 35 000 tonnes importées, cela représenterait une augmentation des surfaces de l'ordre de 17 000 hectares de soja, soit 50% des surfaces actuelles. Et là, je parle que des fabricants d'aliments du bétail, je ne parle même pas des fabricants à la ferme. Et donc là, je vais vous passer un témoignage, un extrait du témoignage d'Émile Néco, qui est fabricant d'aliments du bétail, et qui parle des besoins justement des FAB. Par rapport à nos volumes, on a besoin de matières premières grand 1 qui soient disponibles régulièrement. On a besoin de matières premières disponibles en grand volume. Et pour ceci, on a besoin également que ces matières premières soient présentes sous forme d'un marché. Tout simplement parce que nous sommes soumis à la concurrence, nos éleveurs sont soumis à la concurrence, et nous avons besoin, sur nos matières premières riches en protéines, mais comme sur toutes les autres, que ces trois disponibilités, gros volume et existence d'un marché, soient réunies. Voilà. Donc là, pareil, vous avez le témoignage complet qui vous est proposé, si vous voulez le visionner plus tard. Donc, à l'issue de ces webinaires, on a voulu s'intéresser au potentiel de consommation des protéagineux. Finalement, si ces protéagineux, donc pois, févrole, étaient disponibles de façon illimitée et à des prix attractifs, combien on pourrait en mettre dans les rations et qu'est-ce que ça représenterait au niveau régional? Donc, on voit là, on a fait le travail avec des agents en chambre départementale, IDEL et profilés pour la filière lait, et on voit qu'on arrive à des tonnages très très importants. Surtout en bovin lait, parce qu'en fait, en bovin lait, on pourrait, grâce à la teneur en amidon des pois et févroles, remplacer en partie les céréales par les pois et les févroles. Du coup, on pourrait avoir des rations autour de 70% de pois, 20% de tourteaux et 10% de céréales. Donc forcément, on arrive à des tonnages extrêmement élevés. Et donc, finalement, donc on pourrait atteindre 407 000 tonnes pour le pois, et ça représenterait 123 000 hectares de pois en plus en région, et 427 000 tonnes de févrole, ce qui représenterait 250 000 hectares de févrole en plus en région. Donc forcément, ces chiffres sont à remettre dans leur contexte et à relativiser. On a déjà en région des cultures qui apportent de la protéine, donc il faudrait bien sûr les prendre en compte dans cette analyse. Mais finalement, ce qui ressort, c'est que le potentiel de consommation du pois et de la févrole n'est pas limitant. Il n'y a pas de limite zootechnique qui empêche de les incorporer dans les rations, et l'alimentation animale pourrait même représenter un débouché avec d'énormes volumes. Mais par contre, c'est les prix et les disponibilités aléatoires qui freinent la production et l'utilisation du pois et de la févrole. Donc au niveau maintenant du bilan et des perspectives, donc déjà, je vous ai mis une page avec les différents liens pour en savoir plus. Et finalement, ce qu'on voulait aussi dire, c'est que GoProtein, voilà, arrive à la fin du projet. On arrive à la fin du projet, mais les travaux autour de ces thématiques continuent avec CapProtein et aussi avec Profilé, et des programmes aussi sur les fourrages, protéines et prairies. Donc les travaux continuent en région, mais aussi hors région. Donc là, on fait un clin d'œil sur les 13 projets territoriaux qui ont été mis en avant par Terre Univia pour structurer les filières. Donc c'est aussi important d'aller voir en dehors de la région de ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi. Et enfin, au niveau des perspectives, nous on aimerait dire que maintenant il est temps de passer à l'action. Donc mettons-nous autour de la table vers un pôle de compétences et d'action. Capitalisons les résultats de la R&D, les retours d'expérience des agriculteurs, des acteurs de filière. Partageons et hybridons les connaissances disponibles pour résoudre nos problématiques et innover. Et enfin, coopérons. Donc, construire des coopérations gagnant-gagnant au sein et entre filières et acteurs vers de nouveaux contrats, usages et débouchés. Participer aux dynamiques actuelles, aux actions concrètes, que ce soit donc au niveau européen, par exemple avec le partenariat européen pour l'innovation, agriculture et foresterie durable, au niveau national avec CapProtein et au niveau régional avec le réseau rural régional. Et enfin, je voulais remercier Marie-Sophie Petit, les partenaires GoProtein, tout particulièrement Catherine Chaland-Belval, Pierre-Emmanuel Belot, Delphine de Fordel, Christophe Lecomte, Cyril Bon, les intervenants de tous nos webinaires et séminaires d'aujourd'hui, Angelina Delru, Catherine Flèche, Sylvie Vicente, Eliane Noël,
Élodie Da Silva, Maria-Isabelle Cisneros, Caroline Mousseron et Pauline Villebrun, Thomas Dupont et Sophia Alondy-Verdon. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc moi, avant de laisser la parole donc, à Vincent Arbulot, j'aimerais remercier donc, les différents partenaires donc, pour l'organisation de ce colloque. Donc bien évidemment remercier le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, représenté ici par le vice-président en charge de l'agriculture, donc Christian Morel. Remercier également donc Terre Innovia, bien évidemment la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, l'INRAE, l'Institut de l'élevage, le GI2E Espoir Viande Puiset, donc le lycée de Plombières, AgroSup, et puis sans oublier non plus pour la partie conviviale et la pause déjeuner, remercier Interbev et le pôle Vitagora.